Bonjour à tous et merci de vous être connectés ici pour cette rencontre conférence organisée par Liège Créatif et le Hub Créatif de Liège. Alors, il y en a sûrement parmi vous qui ne connaissent pas encore Liège Créatif, donc je vais expliquer en quelques mots. Donc, c'est un forum de rencontre conférence de l'Université de Liège qui travaille au décloisonnement entre les mondes de l'entreprise, de la recherche et les institutions publiques. Alors, on a une programmation de 2-3 rencontres conférences par semaine autour de thématiques variées, mais généralement en lien avec tout ce qui est innovation. Et donc, justement, on va parler ici aujourd'hui de l'innovation plutôt dans le milieu hospitalier avec ces notions de Fab Lab et Living Lab en hôpital. Nous allons donc nous intéresser au Fab Lab et Living Lab en milieu hospitalier. Et le point commun de ces différents laboratoires d'innovation, c'est qu'ils remettent l'utilisateur final au cœur du processus d'idéation et de validation de projets d'innovation. Comment fonctionnent-ils? Et quelles sont exactement leurs missions, leurs services et leurs activités? Alors, pour un peu en parler et découvrir cela, nous avons avec nous Lara Vigneron, qui est consultante et chargée de mission pour le WELL. Donc, le WELL, c'est pour Wallonia eHealth Living Lab. Lara Vigneron est docteure en sciences ingénieures. Elle travaille dans le domaine de l'innovation en santé et des approches collaboratives centrées utilisateurs, les différents projets sur lesquels elle intervient. Elle est aussi collaboratrice scientifique à l'Université de Liège pour l'équipe Interact, avec qui elle travaille au développement de nouvelles méthodes participatives. Alors ensuite, en deuxième partie de conférence, nous découvrirons un exemple concret et inspirant, celui du Cap Lab, qui est donc un Fab Lab intégré dans le service de réadaptation du CHU de Liège. Pour en parler, nous avons avec nous David Servet, qui est éducateur spécialisé donc, dans ce service de réadaptation neurologique et locomotrice du CHU. Il fait donc partie de l'équipe du Cap Lab et nous présentera un peu ce projet donc, du CHU. Merci pour cette invitation, pour parler de tout ce qui est Fab Lab, Living Lab en hôpital. Donc, mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous donner un peu un cadre, on va dire, théorique autour de ce que je vais appeler par la suite, je vais y revenir, tout ce qui est centre d'innovation dans les hôpitaux. Donc, voilà, vous donner une structure au niveau de la réflexion et voilà, j'espère que ça va vous permettre d'encore plus apprécier la présentation que David va vous faire après du Cap Lab et qui sera très illustré avec ce qu'ils font concrètement dans leur labo. Alors, pour démarrer justement, ça n'a pas été concerté avec Liège Créative. Je voulais juste brièvement revenir sur les définitions de Fab Lab, Living Lab, Open Lab, etc. Donc, il y a beaucoup de... Tout ça, c'est dans la sphère, on va dire, des laboratoires d'innovation, avec des subtiles différences entre eux. Voilà, vous voyez ici un exemple qui vient du livre blanc des Living Lab de Patrick Dubé. Je ne vais pas rentrer en fait dans le détail des différences entre Fab Lab, Living Lab, etc. parce que c'est l'objet, ça pourrait faire l'objet d'une présentation en soi. Par la suite, je vais plutôt parler de centres d'innovation, mais en gros, ce qu'on peut dire par rapport à tous ces centres, c'est que ils sont focalisés donc sur l'innovation, c'est ce qu'on vient de voir avec le Woodclap, qu'il y a systématiquement une approche utilisateur. Et donc, les utilisateurs sont impliqués directement dans le développement des innovations. Et alors, en fait, dans tout ce qui est Fab Lab, il y a systématiquement une infrastructure technologique qui est mise à disposition des utilisateurs du labo, ce qui n'est pas toujours le cas dans les Living Labs. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas systématique. Donc voilà, il y a des petites différences entre eux, mais voilà en gros les points communs. Et donc, par la suite, moi, ce dont je vais parler, c'est tout ce qui est centre d'innovation. Je vais faire une petite parenthèse parce qu'en fait, tout le monde est figé et je ne sais pas du tout si vous m'entendez, en fait. Si on vous entend. Oui, on t'entend bien. Okay, parce qu'il n'y a plus de... Tout est en frise. Alors, je vais continuer. Donc, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Parce que au niveau du WELL, donc, qui est le Living Lab Wallon dans le domaine du santé, la mission en fait, du WELL, c'est vraiment de favoriser l'émergence de centres d'innovation hospitaliers. Donc, on est vraiment dans le sujet sur le territoire wallon et ce, finalement, pour booster le développement d'innovation en santé sur le territoire.
Et pourquoi l'innovation en santé? L'objectif, c'est de maximiser finalement les impacts positifs sur la santé des populations, des patients, mais aussi sur la performance du système de santé et de manière aussi générale de favoriser l'impact économique sur le territoire. Alors, au niveau des hôpitaux, il y a deux impacts économiques possibles. D'une part, c'est des gros employeurs de territoire, donc quand un hôpital va bien, finalement, en termes de création d'emplois, c'est positif. Et d'autre part, ce qu'on verra par la suite, c'est que les centres d'innovation sont là, entre autres, pour favoriser l'émergence de projets d'innovation, ici dans le domaine de la santé. Donc, ça peut être par exemple des projets MedTech, donc dispositifs médicaux. Et là, on est plutôt dans la création de solutions commerciales, voire d'entreprises. Et donc, là aussi, il y a un impact économique positif sur le territoire. Alors ça, c'était au niveau plutôt global, régional. Maintenant, pourquoi finalement est-ce qu'une organisation en santé doit innover alors que ce n'est pas sa mission principale, sa mission étant en plus de faire une délivrance de soins optimaux pour les patients. D'une part, ça va être pour améliorer justement cette délivrance de soins et de manière générale du suivi de l'empowerment des patients et de l'expérience, on parlait d'expérience patient et professionnel de santé au sens large. Ça va être innover pour augmenter également la performance de l'organisation, donc faire plus, en tout cas en optimisant, on va dire, les ressources disponibles. Ça peut être aussi pour augmenter sa visibilité, pour non seulement attirer des patients, mais également des talents. Donc, on sait par exemple qu'il n'y a pas assez de personnel infirmier sur le territoire. Donc, il y a aussi une forme de compétition entre les organisations de soins. Et alors, de manière générale et transverse, innover, ça va être aussi finalement de pouvoir réagir de la manière la plus efficiente possible aux changements extérieurs qui sont déjà là et qui vont continuer. Et donc, parmi les changements, il y a de manière systématique tout ce qui est avancée médicale, on va pouvoir intégrer ces avancées et le développement de la e-santé. Il y a la relation quelque part entre le patient et le professionnel de santé qui évolue. Donc, le patient, entre autres, a de plus en plus accès à l'information en santé. Donc, la relation a tendance à changer. On parle plus de patient partenaire maintenant, acteur de sa santé. Et ça, on va être, par exemple, plus dans tout ce qui est innovation de pratique. Il y a tout ce qui est gestion multidisciplinaire des patients, mais on fonctionne beaucoup moins en silo et heureusement. Il y a l'hospitalisation à domicile, donc l'hôpital sort de ses murs de plus en plus. Les temps d'hospitalisation sont raccourcis, donc ça veut dire qu'il doit y avoir tout un système de nouveaux services à mettre en place pour les patients qui finalement basculent dans leur lieu, dans leur domicile pour la fin de l'hospitalisation. Il y a également les réseaux de soins hospitaliers qui se mettent en place, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des changements et où l'innovation peut avoir un rôle quelque part pour répondre à ces changements de la manière la plus optimale. Alors, donc comme je disais, l'idée pour moi, c'est un peu de vous donner un cadre de réflexion par rapport à ces centres d'innovation. Donc, il y en a des dizaines et des dizaines au niveau international, que ce soit des Living Labs, des Fab Labs, etc., peu importe. Et généralement, on va retrouver deux missions principales en fait, dans ces centres. La première, ça va être de favoriser l'adoption d'innovations quelque part qui viennent de l'extérieur. Et donc, une fois qu'on a identifié des besoins au sein de l'organisation, le rôle du centre, ça peut être en fait d'aller voir un peu à l'extérieur s'il y a des solutions qui pourraient répondre aux besoins et si c'est le cas, finalement de les amener à l'intérieur de l'organisation. Et là, le rôle du centre, c'est d'aider à sélectionner la bonne innovation et surtout d'accompagner le changement de pratique qui va être dû à l'intégration de cette innovation avec le personnel hospitalier. Donc, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. La deuxième mission qu'on va généralement retrouver, c'est plutôt l'émergence de projets d'innovation. Donc là, on part aussi d'un besoin identifié. À partir du moment où il n'y a pas d'innovation en fait, qu'on peut trouver sur le marché, que ce soit innovation commerciale ou non commerciale, pour répondre aux besoins, ça peut être le rôle finalement de l'hôpital de développer ou de co-développer en tout cas cette innovation éventuellement avec des partenaires pour répondre à ces besoins. Et donc, typiquement, on va retrouver ces deux types de missions, en sachant que, dépendant d'un centre d'innovation à l'autre, il peut y avoir une certaine forme de coloration. Donc, c'est ici ce que j'essaie de représenter avec une forme de curseur. Donc, dans certains centres, on va être plus sur des thématiques d'adoption d'innovation, et dans d'autres, la raison d'être est peut-être plus liée à la génération de projets d'innovation. Voilà, ça dépend, mais on retrouve quand même souvent les deux. Et forcément, en fonction de la coloration, les activités vont être quand même un petit peu différentes au niveau des centres. Typiquement, quand on est plus dans l'adoption
On va retrouver des activités plus de sélection d'innovation, d'allocation des ressources. Donc, il faut tester ces innovations, il faut décider dans quel service ça va être testé, etc. Et alors, forcément, d'évaluation, voir dans quelle mesure l'innovation qui vient de l'extérieur répond bien aux besoins qui avaient été identifiés. Dans le cadre plutôt de la génération de projets d'innovation, là, on va typiquement retrouver des actions plutôt, des activités d'idéation. Donc, quelles sont toutes les possibilités, toutes les solutions possibles pour répondre aux besoins identifiés. On va beaucoup retrouver d'activités de recherche de financement pour développer l'innovation et alors de recherche de partenariat dans l'écosystème. Par exemple, quand on est dans le développement de solutions technologiques, c'est clairement pas le rôle d'un hôpital de développer en tout cas une solution mature. Donc, on verra un peu que tout ça est mitigé quand on a des Fab Labs où on peut avoir des technologies de prototypage. Mais généralement, si on est par exemple dans le cadre d'une solution à terme qui va être commerciale, à un moment, il faut basculer vers des partenaires qui ont la possibilité de développer des solutions finies. Et là, il faut des partenariats à mettre en place. Alors, de manière générale, à nouveau, donc, par rapport à ces deux missions, on va retrouver 6 grandes catégories d'activités. Ce n'est pas les seules, mais on va dire que c'est des catégories principales. Et donc, typiquement, dans ces centres d'innovation, on va devoir collecter des besoins. Et donc, ça peut se faire au travers. Donc là, je vous ai mis à chaque fois, pour les grandes catégories, quelques exemples en fait, plus précis d'activités qu'on va pouvoir retrouver dans ces centres. Ce n'est pas les seuls. Mais par exemple, pour collecter des besoins, par exemple, certains centres vont avoir des plateformes intranet de collecte de besoins, vont animer des ateliers, par exemple, dans des services médicaux pour aller chercher les besoins. Il va y avoir favoriser l'émergence de projets. Donc, ça peut être, par exemple, l'accompagnement au montage de projets, avec la recherche de financement, des développements de prototypage au travers des technologies fournies par les Fab Labs, etc. Ça va être aussi accompagner les équipes dans l'adoption des innovations. Et donc, c'est quelque part organiser les rencontres avec les fournisseurs, c'est aider à la mise en place de projets pilotes, aider à l'évaluation de ces projets pilotes. Une des grandes activités d'un centre d'innovation, ça va être aussi stimuler la culture d'innovation au sein de toute la structure. Et donc ça, c'est vraiment faire en sorte que chaque personne de l'hôpital ait bien conscience que l'innovation est un axe stratégique de développement de l'hôpital. Et donc ça, c'est vraiment un rôle très, très important du centre d'innovation. Et ça peut passer par des activités très concrètes qui sont, par exemple, l'organisation d'événements comme la journée de l'innovation, où on va mettre en évidence, mettre les spotlights sur des personnes de l'hôpital qui innovent pour vraiment montrer l'intérêt finalement de l'innovation au sein de l'hôpital. On va aussi retrouver dans certains centres des actions de formation. Donc là, par exemple, typiquement, quand il y a un focus plus technologique, ça peut être le rôle du centre de faire des démonstrations de ces technologies et de former en fait à la fois les patients et les professionnels de santé à ces nouvelles technologies. Et enfin, une des grandes activités aussi, alors dépendant un peu du business model du centre d'innovation, la manière dont il se finance, il peut y avoir, c'est souvent le cas, des prestations de services aux entreprises. Et donc, ça peut être, par exemple, des services de tests de solutions, d'études scientifiques et cliniques, de recrutement de patients, etc. Et donc, tout comme il y a une coloration sur les deux grandes missions, il peut y avoir une coloration sur ces types d'activités. Donc, au niveau des dizaines de centres qui existent, même centaines, il y a des centres qui vont être plus orientés vers tel ou tel type d'activité. À nouveau, ça dépend fort de la raison d'être du centre et donc de l'hôpital qui a mis en place ce centre. Et donc, si je résume un peu sur les points communs qu'on va retrouver dans ces centres, donc il y a les 2 missions, les 6 activités, il y a toujours une approche bottom-up. Donc, c'est toujours un lieu, quelque part, un espace dans l'hôpital de type porte ouverte où les patients et les professionnels, quel que soit leur rôle dans l'hôpital, donc ce n'est pas uniquement des professionnels de santé, ça peut être des gens de RH, la logistique, etc., peuvent venir exposer leurs besoins, leurs produits. Donc, on part vraiment de la base. Il y a toujours une gestion de projet d'innovation avec une approche centrée utilisateur et une approche d'innovation ouverte. Et alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a toujours quelque part un peu une tension, on va dire, entre le centre d'innovation
et la structure qui l'héberge, c'est-à-dire que le centre d'innovation va être là peut-être plus dans une dynamique d'exploration et on n'est pas sur voilà, une recherche ultime de performance et d'intégration des innovations, au contraire de l'hôpital qui est là pour rechercher finalement la meilleure solution et l'intégrer de manière pérenne. Et donc, c'est deux types de postures ou de démarches un peu différentes. Et il y a un équilibre finalement à avoir entre les deux pour que ça fonctionne bien entre l'hôpital et son centre d'innovation. Alors là, je vous ai mis un peu je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a eu beaucoup déjà de présentations à ce sujet-là, mais sur la méthodologie, typiquement centrée utilisateur avec des étapes d'exploration, de co-création et de test en impliquant les utilisateurs. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, c'est suffisamment mature pour sortir quelque part du centre d'innovation et être intégré dans l'organisation. C'est ça que ça représente. Et donc, tout ça de manière itérative. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que non seulement ces étapes sont itératives, mais tout ce qui est critères d'évaluation, la maturité de l'innovation, c'est itératif aussi. Et donc, l'idée, quand on travaille dans un centre d'innovation, c'est de toujours, en fait, à chaque étape, revalider quelque part qu'il y a une pertinence au projet. Donc, la solution va bien répondre à des besoins qui ont identifiés, qu'il va y avoir un impact positif sur la performance, que cette solution, à terme, elle va être pérenne et qu'il y a une faisabilité du projet. Et donc, l'idée, c'est au-delà de rendre de plus en plus mature la solution, en bouclant quelque part sur les étapes d'exploration, de co-création et de test, on va vers un prototypage non fonctionnel, puis un prototypage fonctionnel, etc. Puis à un moment, c'est suffisamment mature et ça sort. L'idée, c'est en parallèle de construire et donc de bien valider de manière de plus en plus détaillée que la solution qui est développée reste pertinente, reste performante, qu'il y a une pérennité, etc. pour quelque part ne pas développer très très loin une solution et se rendre compte qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, ça va dans le mur et que ça ne sert à rien et que ça va rester dans une armoire d'un quelconque service de l'hôpital. Donc là, je vous ai un peu brossé les points communs. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'il y a des différences, en fait, des spécificités dans tous les centres d'innovation qu'on peut étudier au niveau international. Donc, je vous ai aussi listé quelques spécificités qu'on peut retrouver. Typiquement, il peut y avoir des focus sous ces centres d'innovation sur le type d'innovation. Donc, par exemple, le LIO à Montréal, lui, est vraiment orienté sur des technologies plutôt à la base d'imagerie dédiée à l'orthopédie. Donc, on est plus sur un focus technologique, alors que les hôpitaux de Genève, par exemple, vont plus, eux, se concentrer sur l'innovation de processus. Et il y a des hôpitaux qui font les deux. Mais voilà, il peut y avoir une spécificité. Également au niveau des profils ciblés. Donc, par exemple, le CEP au niveau de Montréal, et lui est vraiment orienté sur toutes les innovations patients. Et donc, c'est la notion de patient partenaire qui ressort très, très fort dans les projets gérés par ce centre. Le SILAB à Lausanne, lui, est en fait lié à une école de soins infirmiers. Et donc, les innovations vont généralement se concentrer sur cette thématique-là. À Erasme, à Bruxelles, on va plutôt être dans l'innovation avec le corps des médecins, par exemple. Au niveau des domaines, il peut y avoir des domaines plus ou moins ciblés. Donc, par exemple, le CareLab à la Pitié-Salpêtrière à Paris est adossé à l'Institut de neurologie. Au niveau du CHR de la Citadelle, eux, ils veulent quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus inclusif. Et donc, c'est à destination du personnel médical, mais également de tout le reste du personnel, de tout le reste des services. Donc, ça peut être, par exemple, la RH, la logistique, etc. Il y a aussi des différences en termes d'infrastructures disponibles. Donc, il y a typiquement des centres d'innovation où, quelque part, ça va être un espace dédié quelque part à la créativité. Et donc, on va avoir un espace ouvert, un peu ludique, un peu sympa, etc. pour favoriser un peu les brainstorms. Enfin, voilà, c'est un peu cliché, mais ça marche aussi. Au contraire de centres d'innovation, typiquement ceux qui incluent un Fab Lab, où là, il y a vraiment une infrastructure technologique à disposition
du personnel ou des patients qui va vouloir intégrer des projets d'innovation. Il y a aussi une grande diversité en termes de partenariat et de gouvernance. Donc, on va retrouver des centres d'innovation, par exemple au niveau des CHU, où il y a une composante de recherche qui est fort importante. Et donc, généralement, en fait, on va avoir des centres d'innovation où parmi les cofondateurs et membres de la gouvernance, on va retrouver des universités. On va aussi retrouver des partenaires, typiquement des villes. Par exemple, au niveau du centre d'innovation du CHU de Nantes, la ville de Nantes a un poids très, très important dans ce centre d'innovation. Et donc, il y a vraiment une volonté de réfléchir territoire au niveau des projets d'innovation qui vont être développés dans le centre. Il y a encore une dernière différence, ça va être la place des entreprises. Donc, on peut trouver des centres d'innovation où finalement les entreprises sont quelque part des clients du centre d'innovation. Et donc là, on va être plus dans le développement de solutions et puis la création de projets, la création de start-up. Donc ça va être une possibilité de lien avec les entreprises. On va avoir des centres d'innovation où les entreprises sont plus des partenaires. Et donc là, par exemple, on est dans des consortiums R&D. Donc, c'est des projets plus long terme avec des entreprises. Et puis alors, on peut avoir, par exemple, c'est le cas du LIO à Montréal, des entreprises qui sont vraiment des partenaires structurants du centre d'innovation, qui ont une place très, très importante dans la gouvernance. Et c'est des accords de collaboration qui ne sont pas nécessairement dédiés sur un seul projet et qui durent, je pense qu'au LIO, une des entreprises, ça fait 10 ans qu'ils travaillent ensemble et que chaque recherche, chaque retour sur investissement de la recherche avec l'entreprise est réinvesti dans de nouveaux projets avec la même entreprise. Donc, il y a vraiment une vision partenariale des deux. Et donc, voilà. Donc, il y a différentes possibilités pour la place avec les entreprises. Je termine avec ce slide-ci pour revenir un peu sur le WELL et finalement la mission du WELL. Donc, comme je disais au début, c'est vraiment favoriser la mise en place de centres d'innovation dans les hôpitaux. Et donc, dans le cadre en fait, d'un projet intérêt qui est maintenant terminé, le projet UDECOR, où on était entre autres partenaire du CapLab, on a en fait travaillé entre autres avec le CapLab sur ce qu'on a appelé la trajectoire impulsion pour aider en fait à la mise en place de centres d'innovation. Et donc, c'est vraiment guider les hôpitaux à une réflexion sur leur futur centre d'innovation. Et donc, voilà, c'est ce qu'on a proposé, qu'on a co-construit avec le CapLab et qui continue à proposer maintenant à d'autres hôpitaux, où on travaille en fait avec les hôpitaux sur l'élaboration de la raison d'être, des missions finalement du futur centre. On peut travailler avec eux sur un diagnostic de l'innovation, donc comment l'innovation est traitée au sein de l'hôpital, sélectionner avec eux des segments, donc ça c'est ces fameuses spécificités au niveau du futur centre d'innovation et la construction d'un business model pour le centre. Donc, voilà un petit peu les activités que nous on a à l'heure actuelle. Voilà, et j'en termine ici. Merci beaucoup pour votre attention et je suis évidemment disponible pour toute question ou tout commentaire. En fait, merci à Lara d'avoir introduit aussi bien ce que c'est que CapLab, parce qu'en fait, je vais reprendre un peu tout ce qu'elle vient de dire en plus condensé. Et donc, c'est quoi CapLab? On est, nous, ciblés sur de la rééducation fonctionnelle. On est un centre d'innovation, on va dire niché en plein cœur d'un service de validation du CHU de Liège. On a 38 lits de validation et 120 lits sur le site de Fréture, donc on est un peu sur les deux sites. Et alors, c'est quoi la revalidation? Pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est un accident de la vie qui arrive, donc on a des gens qui sont, on va dire clairement une mamie qui est tombée dans sa baignoire et qui ont une nouvelle prothèse de hanche, jusqu'à des gros accidentés de la route ou des gros handicaps. Et on est parti de l'opportunité, comme Lara l'a dit, ça a été le projet I2Cort qui était pour favoriser les projets d'innovation. Mais aussi, on s'est rendu compte que nos patients avaient des besoins qui n'étaient pas reconnus, auxquels on ne trouvait pas leur solution. Donc, on parle de handicap assez lourd, vous allez voir des exemples assez concrets, qu'on n'avait pas dans les catalogues, on n'avait pas dans
dans les magasins ce que le patient avait besoin en recherche d'autonomie. Donc, on est rentré dans un mode de co-création avec le capable de se dire que avec le patient, des thérapeutes, des référents techniques et des entreprises, on pourrait trouver des solutions à nos patients. Donc nous, le cœur, 90% de notre travail, 80% de notre travail se fait avec le patient. Le patient est un acteur actif de sa co-création et pour nous, c'est hyper important de l'impliquer dans ce mécanisme. Et alors, on est parti de le patient, il va améliorer son autonomie. Et on a aussi, à côté de ça, des travailleurs, des thérapeutes qui veulent améliorer leur travail et aussi parfois, et de plus en plus, de temps en temps, des gens à l'extérieur qui veulent améliorer leur business dans l'hôpital. Notre niche, nous, c'est vraiment la rééducation proprement dite. Et donc, si on part, par exemple, de la première histoire que je peux vous raconter, c'est améliorer mon autonomie, c'est un patient. Un patient qui s'appelle Mehdi, qui est là, un patient assez concret, qui vous dit, qui est revenu au Cap Lab après être sorti de, je pense, une dizaine d'années de sa rééducation, et qui est arrivé avec des demandes. Il dit, voilà, moi, je ne suis pas autonome pour ça. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai tout essayé et je n'ai pas trouvé. Donc, une petite vidéo qui va vous montrer l'accompagnement que CapLab peut faire avec le patient, c'est que voilà, on a Mehdi qui, chez lui, n'est pas autonome, par exemple, pour changer sa télécommande. Donc, ça vous paraît bête, ça paraît des petits exemples concrets, mais Mehdi dit, si ma télécommande tombe, en tant que tétraplégique, je vais regarder du téléshopping pendant 1 heure. Donc, l'autonomie du patient fait partie qu'on va prototyper avec lui. On va créer une technique, parce qu'on appelle ça comme ça, on va créer une aide technique avec le patient qui est personnalisable. Donc, le patient va être acteur de son projet. Il faut dire, moi, je veux qu'elle soit comme ça. Les patients qui viennent, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Ils connaissent leur pathologie, ils connaissent leurs problèmes. Et en gros, la télécommande de Mehdi, on va simplement faire un socle. On va la poser sur quelque chose d'antidératoire. On va la découper, on va la faire. C'est quelque chose que Mehdi n'aurait jamais pu trouver dans un catalogue, un socle sur mesure pour sa télécommande. Et en plus, il l'a fait lui-même. Il l'a co-créé. Donc, il est venu avec des idées, il est venu avec des schémas, il voulait la personnaliser. Mehdi voulait aussi simplement pouvoir se brosser les dents tout seul. Il dit, moi, je suis incapable de me brosser les dents, mais je veux faire ce geste tout seul. Donc, on a créé avec Mehdi une aide technique qui lui permet de se brosser les dents tout seul. Et donc, on accompagne les patients comme ça dans leur recherche d'autonomie. Il voulait une oral B, il voulait que ça soit démontable. Mehdi, par exemple, voulait aussi pouvoir ouvrir une bouteille de fontaine tout seul. Il voulait se dire, moi, j'en ai marre d'avoir des bouteilles qui sont déjà préouvertes et qui sont plates fin de journée. C'est des bêtes exemples et ça permet de dire que le patient, on l'accompagne comme ça sur la création des techniques. Et Mehdi, maintenant, on l'accompagne encore dans tout ce qui est recherche d'handigaming. Donc, Mehdi a envie de rejouer aux jeux vidéo. Et donc, on met en place des choses, on va chercher du matériel, on les commande, on l'achète, on développe, on adapte et on accompagne le patient en recherche d'autonomie, mais aussi, par exemple, ici dans l'e-gaming, de permettre aux jeux, aux personnes moins valides de retrouver des jeux. Donc, c'est une des missions de CapLab aussi, au-delà d'améliorer l'autonomie, se dire aussi, ça fait des années que j'entends des patients, maintenant presque 20 ans que je travaille en validation, que j'entends des patients qui ont envie de rejouer aux jeux vidéo, qui ont envie d'être actifs dans certaines choses. Et donc, ça faisait partie des missions qu'on s'était dit qu'on allait mettre en place, qu'on n'est pas encore assez développé, mais qu'on aimerait encore développer plus en termes d'handigaming, parce que l'handigaming est à la mode et que pour un tétraplégique, c'est vraiment une grosse source d'évasion. Donc, on fait comme ça des choses avec les patients. Des histoires, comme Mehdi, je pourrais vous en maintenant. La RAD, ça fait quelques années qu'on travaille. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est vraiment qu'on est fonctionnel. Je pourrais vous en trouver plein. Mais par exemple, ici, un autre exemple d'un patient amputé d'un bras qui est arrivé avec toutes ces idées. Je veux un bracelet pour mettre ma fourchette. Je veux un dérouleur de papier WC. C'est des choses qu'on a développées avec le patient qui n'existaient pas sur le marché, qui sont propres à sa demande. Il est venu avec son cahier des charges. Il dit, je veux un manchon pour couler. Donc, c'est tous des exemples qu'on crée avec le patient. Je veux ma brosse à dents, j'en ai marre qu'elle tombe parce que je mets mon dentifrice à une main. Et donc, comme ça, on peut permettre au patient d'être totalement acteur de son handicap. Je peux couper mes ongles, je peux faire. Et l'idée, c'est de se dire que le patient qui crée lui-même son aide technique, il va mieux l'accepter. Et donc, on s'est rendu compte que le patient qui ouvrait un magazine, dit, avec son ergo, dit ça devrait aller,
Non, non, voilà. On est parti sur le principe que le patient qui va co-créer son aide technique va de son plus vite l'accepter. Quand on veut accepter le handicap, c'est toujours difficile, surtout la perte d'usage d'un bras, la perte d'usage de ses jambes. Se dire, je deviens un acteur et je peux décider moi-même de ce que je veux. Donc l'idée aussi du CAPAP, c'est de mettre en avant cette idée de patient acteur de projet qui est au centre de l'intérêt, de dire c'est lui qui va décider de tout ce qu'il va faire. C'est lui qui va caler le corps, le savoir-faire, et donc on le guide. Les patients vont s'impliquer de manière différente. Certains vont dessiner en 3D, ils vont prendre la souris, ils vont avancer, ils vont vraiment être un acteur très actif, et d'autres, certains vont juste griffonner un petit peu ou juste arriver avec leurs idées, et nous, on accompagne le patient en fonction d'eux. Et les patients reviennent, et plus ils reviennent, plus ils s'impliquent. Ils ont trouvé des solutions sur Internet, ils ont trouvé des choses, et donc ça, c'est hyper intéressant pour se dire que le patient est vraiment un acteur du projet. Les histoires, genre, voilà, on en a d'autres, et celle d'une des premières histoires qu'on a écrites un peu avec le CapLab, c'est ici, Estelle voulait simplement un support de carte. Donc, c'est vrai que son handicap est assez visible, mais elle se dit, ben, moi, ce que je trouve dans le commerce ne me va pas. Je veux un porte-carte qui est à ma hauteur, je veux un porte-carte qui n'est pas moche, parce que le design est important aussi, et je veux qu'il se replie et qu'il se mette dans mon sac. Et donc, on a comme ça accompagné des patients, plusieurs, maintenant des dizaines, sur la création des techniques. Et on est rentré aussi dans une communauté de partage. Donc, on n'est pas les seuls à faire ça. Donc, en Belgique, je pense qu'on est en train, comme il y a des services avec des imprimantes 3D, on a relié un gros centre français de Kerpap, donc une communauté Realab, qui est une communauté de partage où maintenant, il y a une plateforme en ligne qui permet de trouver des aides techniques. Donc, ce qu'on crée au CapLab pourrait être imprimé dans le sud de la France. Il y a toute une communauté comme ça qui grandit de plus en plus et qui permet aux gens porteurs de handicap de créer son aide technique. Alors, comme nous, on l'a fait, on a ouvert les portes du RILAB de Liège, ils pourront le faire n'importe où. De se dire, on va quelque part, on vient avec notre fichier, on imprime notre avec son aide technique. Ici, il faut le modifier, mais il y a toute une communauté derrière qui permet de faire ça. Et donc, CapLab s'intègre aussi dans une communauté maintenant européenne de partage d'aide technique réalisée par le patient. Et l'idéal, ce serait que, et bon, ça on est au terme européen, on essaye de le faire, c'est que l'aide technique ici soit reconnue. Ce n'est pas encore le cas, et donc c'est vrai qu'il y a tout un problème derrière de justification et de remboursement, mais comme on sait que l'impression 3D permet des techniques peu onéreuses, et du coup, ça passe pour le patient. Donc c'est vrai que l'idée est de se dire que cette aide technique va devenir, on aimerait qu'elle devienne une vraie technique remboursée comme toutes celles qui sont dans les catalogues. Des exemples de co-création aussi avec des paramédicaux, on avait, c'est un exemple, là, l'école du dos qui est arrivée un jour, et donc c'est vrai qu'on a un lieu ouvert où les gens viennent et repartent, c'est comme Lara l'a décrit, de se dire, si on avait, si on avait ça pour travailler, ça irait bien. Et donc, on a, donc c'est toujours en cours de prototypage, on a développé un support de tête pour laser. Et donc, le kiné d'école du dos avait simplement l'idée, moi, si j'avais un laser qui permet à un patient de venir pointer le mur et qu'il faut prendre ce laser chez lui pour travailler des cervicalgies ou du maintien de nuque, ça serait bien. Et on a comme ça co-développé, on est toujours en cours de co-développer des outils pour les thérapeutes pour améliorer leur travail. Et donc, ils ouvrent la porte, ils viennent dire, voilà, si on avait ça, est-ce que ça existe sur le marché? Non, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut faire du prototypage? Oui. Et donc, comme ça, on co-crée avec les thérapeutes, ciblés sur la validation, des outils sur mesure. Et donc, voilà, ça, c'est un projet qui est en cours. Donc, c'est pour vous montrer un peu ce qu'on fait. C'est de dire que ce serre-tête, là, imprimé en 3D, acheté, pourrait être vendu par des aux patients qui vont retourner chez eux et qui vont travailler l'exercice que le kiné leur a demandé de faire et continuer sur domicile à un prix raisonnable. L'idée, c'est aussi c'est ouvrir la porte aux thérapeutes, de dire, si vous avez des besoins, CapLab est là pour essayer d'y répondre. Dans notre business model, on a aussi une société, des étudiants, qui c'est vrai que quand quelqu'un vient toquer à la porte de l'hôpital, il ne sait vraiment pas souvent à qui il va s'adresser. Aller trouver un médecin qui est débordé de boulot, qui dit moi j'ai un nouveau produit. Non, entre guillemets, les portes se referment assez vite. Et donc aussi, on a de temps en temps des patients
qui ont des demandes, et des entreprises qui ont des demandes pour améliorer leurs produits, et on a des étudiants. Et le CapLab s'est donné aussi comme mission d'ouvrir l'hôpital à d'autres formations. Et donc, il y a quelques semaines, la première stagiaire en design industriel est venue passer 2 mois dans un hôpital, et on trouvait ça hyper intéressant d'ouvrir l'hôpital aussi, de se dire qu'il y a d'autres connaissances, il y a d'autres structures qui pourraient nous aider. Et donc, on l'a immergée dans le monde du handicap. Elle a découvert plein de choses, et nous, on a pris son inspiration à elle. Donc, du coup, on a comme ça tout un partage entre une vision d'un design, d'une designeuse qui n'avait jamais vu du monde du handicap. Et nous, donc ça a été vraiment très intéressant comme partage. Et CapLab, c'est aussi comme mission de se dire qu'on devrait ouvrir l'hôpital à d'autres formations. Ça, c'est un exemple que je voulais montrer, c'est qu'on a aidé une entreprise de sonde à améliorer leurs produits. C'est-à-dire qu'on a une niche très spécifique de gens avec des difficultés, des tétraplégiques avec des difficultés, et donc on a co-créé avec le patient, avec des dizaines de patients, des aides techniques qui permettent d'améliorer le sondage. Et donc on a comme ça, au départ, aidé des patients à se sonder et à être autonomes, et du coup, la société a maintenant mis à disposition partout des aides techniques qu'on a pu réaliser pour améliorer l'autonomie. Et donc, du coup, on a des clients qui sont aussi des entreprises qui viennent à nous en disant vous avez une niche particulière qui est la revalidation, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à toucher cette niche, mais aussi de se dire est-ce que notre produit est adapté aux pathologies que vous avez? Non, et comment est-ce qu'on peut l'adapter? Donc, on a accompagné comme ça des entreprises à améliorer leurs produits pour des demandes très spécifiques qui est la revalidation. J'en ai déjà parlé tantôt, et donc c'est avec une des missions qu'on a au CapLab, c'est de dire qu'on aimerait encore plus développer lors des gaming, et que pour que les patients puissent consolider l'autonomie, reprennent les commandes. Aussi les commandes des jeux vidéo, mais aussi reprendre les commandes de leur vie et de leur autonomie. Et donc, on développe comme ça des solutions lors du gaming pour les gens, en plus de leur autonomie. Il y a une vidéo, mais je ne vais pas la laisser passer parce que c'est un peu l'idée, c'est la même de Mehdi tout à l'heure. Et donc, l'équipe de CapLab, c'est quoi? On est 3. On est donc à KeyLab. On est Lara qui est ingénieure biomédicale, Alice qui est ergothérapeute et moi-même qui est spécialisée. On a tous les 3 des approches différentes et complémentaires parce que des formations différentes. Et donc, on a comme ça une vision des choses et on travaille ensemble sur des projets, que ce soit pour les patients ou que ce soit pour les sociétés ou pour les étudiants. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Du coup, on a aussi des outils à disposition. Ce qui est notre force peut-être, c'est qu'on a une découpe laser, 3 imprimantes, voire 4 maintenant, imprimantes 3D, et un scanner. Et donc, on a comme ça les outils qui sont à disposition dans l'hôpital. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en étant au cœur de l'hôpital, les patients, les thérapeutes ont des solutions, des prototypes le lendemain, voire quelques jours après. Donc, on a vraiment, en fait, on est le petit RILAB de Liège intégré en milieu hospitalier. Ils nous ont accompagnés longuement, le RILAB, et donc je tiens aussi à les remercier, parce que si on est là, c'est aussi grâce à eux. Et donc, on a un peu été chercher les connaissances pour pouvoir les amener à l'hôpital et ouvrir l'hôpital à d'autres stratégies. Et donc, le service de médecine physique, donc dans la philosophie d'innovation, le service de médecine physique, lui, de suite, grâce au projet AIPCORT, a de suite cru dans ce projet. Et donc, ça fait aussi partie d'une philosophie du service qui est de prôner l'innovation. Donc, c'est vrai que si on en est là, c'est parce que le service de médecine physique a cette philosophie de vouloir développer des choses pour ses patients. Évidemment, derrière tout ça, on a un réseau qu'on a essayé de créer quand on a des demandes. C'est vrai que là, je viens de citer le RILAB, quand on a des demandes plus complexes, on se tourne vers eux. Quand on a des demandes, on se tourne vers les universités. On travaillait beaucoup avec Saluc pour des workshops sur l'hémiplégie et donc d'accueillir les étudiants. Et donc, on a créé ce réseau et ouvert l'hôpital à ça, qui nous permet, la communauté RILAB aussi, entre guillemets, toute une communauté de partage. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Entre guillemets, alors on a été lancé par un projet européen. Et donc maintenant, on est financé par la région Wallonie-Bruxelles, à l'équivalent de 2 équivalents temps plein. Et on a notre propre ressource, on fait des formations dans les écoles, on crée des aides techniques, donc le patient prend en charge une partie des techniques qui le repart, et on a heureusement de temps en temps des sociétés qui croient à notre projet et qui nous aident à le développer.
Donc voilà, j'ai essayé, je ne parle pas aussi bien que Lara et je suis moins bien orateur, mais voilà, déjà, si vous avez des questions par rapport à ça, parce que des exemples, j'en ai encore derrière, des exemples des techniques, ben, j'en ai plein. Et donc, si vous voulez un peu, ben, voilà, je peux vite les passer en revue, mais j'en ai d'autres. Accompagner des gens dans le domaine scolaire, pour faire du vélo, pour repeindre, pour gérer son fauteuil roulant électrique, entre guillemets, on a comme ça des demandes diverses et variées qui va la simple, voilà, du simple, est-ce que je peux être capable de encore faire du cercle en école primaire? Est-ce que je suis encore capable de rouler en vélo? Et donc, c'est des techniques comme ça qui nous permettent aux patients d'avancer. Et donc, je ne suis pas autonome pour aller aux toilettes, je grossis mon bouton. Donc, c'est tout de petits objets qui permettent aux personnes d'être le plus autonomes possible, d'accepter peut-être sûrement mieux leur handicap, d'être moins dépendants. Et donc, on a des gens, par exemple, avec une technique qui n'ont plus besoin du passage de l'infirmière. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est intéressant et surtout valorisant d'accompagner ces patients qui ont une souffrance et qui veulent simplement reprendre leur autonomie.